Salut, nous voilà pour un nouvel épisode, une nouvelle série. Donc, je l'ai intitulé Votre entreprise en Inde, ou autrement dit, comment faire du business avec l'Inde. Vous avez toujours rêvé de voyager personnellement ou dans un but de faire des affaires. Mais voilà, il y a toujours un lot de trucs qui bloquent, comme le budget, vous manquez de temps, vous avez des impératifs, un magasin à ouvrir ou encore des enfants. Même si vous avez tous ces trucs à faire tous les jours, même si vous n'avez pas aujourd'hui ou croyez ne pas avoir le budget pour voyager, je pense que voyager et faire des affaires à l'étranger reste un moyen de développer votre entreprise de manière explosive. Et d'ailleurs, quel que soit votre métier, en étant astucieux, vous avez toujours un produit, un truc à aller chercher à l'étranger, à aller vendre à l'étranger, donc développer votre business, ou alors le monde peut carrément vous servir à vous approvisionner. Et donc, après, bien sûr, tout dépend où vous allez, vos objectifs, etc. Si vous allez aux États-Unis, en Chine ou au Japon, bien sûr que l'objectif ne va pas être le même, les résultats ne vont pas être le même. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'Inde, parce que c'est là où je suis depuis 2 ans. J'ai fait plusieurs business en Inde, donc j'ai déjà un retour d'expérience, et mon but est de le partager avec vous pour vous aider à aller de l'avant avec l'international. Et donc, à la fin de cette page, vous allez pouvoir télécharger une sorte de guide, étape par étape, qui va vous aider à faire germer l'idée de faire du business avec l'Inde. Et donc, ça va vous aider à faire mûrir cette idée, ce projet, pour un jour le concrétiser de manière concrète. Et je vais vous prendre par la main pour ça. Bienvenue sur mon blog entreprise-management.com. Entreprise Management, c'est le blog des entreprises digitales, de la stratégie digitale, du business, du marketing et du web marketing pour les entreprises, les entrepreneurs, commerçants, freelance et tous ceux qui veulent créer leur entreprise. Donc si vous me suivez un peu, normalement vous savez que je suis en Inde depuis 2 ans. Et donc depuis 2 ans, j'ai lancé plusieurs business en Inde, j'ai tenté plusieurs choses. Alors tout n'a pas marché, bien sûr. J'ai eu des ratés. J'ai eu des moments où donc j'ai bouffé du budget pour rien, des moments où j'ai rien dépensé, où j'ai du retour. Bref, quoi, c'est comme tout dans le business, même en France aussi. Il y a des moments où on va se rater, on va faire de l'expérience, on va apprendre à partir de ce qu'on fait. Et en Inde, donc, bien sûr, j'ai fait la même chose. Et donc, aujourd'hui, mon idée, c'est qu'à travers cette série, je vais pouvoir partager avec vous un lot d'éléments pour développer votre business. Exactement, en Inde, j'ai essayé plusieurs trucs, et dont 3 principalement. L'un, c'était à propos, faire la promotion de la cuisine française. Un autre, c'était donc proposer des stratégies digitales, donc des services de consultants à des entreprises. Et le dernier point, c'était les cours de français. Et avec tout ça, donc j'ai eu des réponses, j'ai eu du retour, j'ai pu analyser le comportement de mes clients potentiels, de mes clients, par rapport à la culture indienne, etc. Et il y a des trucs donc qu'il faut éviter de faire, des erreurs à éviter de faire en Inde, des trucs à faire absolument, à promouvoir. Donc aujourd'hui, on va pas aller beaucoup dans le détail de comment mettre en œuvre un business en Inde, mais je vais commencer par la base de la base. Donc qu'est-ce qui se passe en Inde, qu'est-ce que vous pouvez faire, votre voyage, les trucs de base que en général tout le monde se demande lorsqu'il prépare son voyage. Alors, déjà dans un premier temps, comment voyager en Inde, aller où, quoi visiter, etc. Bon, moi je suis pas un guide touristique, je vais pas pouvoir vous donner la liste des monuments à visiter. Toutefois, ce que j'ai fait, c'est que dans la liste, dans le PDF, le pack à télécharger là en dessous de ce podcast, je vous ai mis un lot de monuments à voir qui sont vraiment magnifiques, qui vous coupent le souffle, mais vraiment, c'est comme visiter Versailles ou Chambord ou Cheverny par exemple, nos bons vieux châteaux en France. Et les Indiens, ils ont ces trucs aussi, mais vraiment wonderful, amazing. Et donc, si vous aimez les monuments, comme ça, visiter des anciens monuments, c'est vraiment intéressant à voir. Et je pense notamment, par exemple, à Akshardham, donc à New Delhi, c'est un temple qui est nouveau, qui a été construit dans les années 2000. Il était fini en 2005, si je ne m'abuse. Ça a coûté un fric monstre, c'est du gaspillage, mais ça, c'est encore un autre débat. Toujours est-il que le monument en lui-même, il est vraiment magnifique.
Vous avez d'autres monuments très très connus, hein, comme le Taj Mahal. C'est sûr hein, que c'est resplendissant. Mais même si vous ne pouvez pas aller voir le Taj Mahal, même à Delhi, à New Delhi, vous avez d'autres monuments qui sont en fait les prédécesseurs du Taj Mahal. Ça, je ne savais pas avant qu'il y ait eu des prédécesseurs du Taj Mahal. Il y a des mini Taj Mahal, si vous voulez, à New Delhi. Il y en a 2 ou 3. Pour être plus clair, en fait, Taj Mahal, c'est d'origine perse. Hein, c'est une culture arabe. J'espère ne pas dire de conneries, hein, mais voilà, les Perses ont envahi l'Inde dans les années 1500-1600. Et c'est eux qui ont construit, un peu avant, pardon, et c'est eux qui ont fait construire ces tombes. Hein, ce Taj Mahal et ça, ce sont des tombes. Hein. Uniquement des tombes. C'est jamais des châteaux ou des lieux où on vit. Hein. Donc voilà, il y a des trucs à faire, comme ça, à voir, à visiter en Inde. Bon, dans ce podcast, je suis plus autour du business, ce qu'il faut faire pour le business, etc. Hein. Il y a des sites qui marchent très bien hein, pour tout ce qui est préparation du voyage à visiter, etc. C'est comme TripAdvisor, j'ai plus les noms en tête, mais voilà, quelques sites comme ça qui sont vraiment excellents. Donc, qu'est-ce qu'on fait en Inde ? Le but, c'est de consacrer une partie du temps pour son voyage, pour le loisir, le plaisir, et une autre partie du temps pour le business. Alors, il va de soi que, quel que soit le pays qu'on visite hein, d'ailleurs, qu'il est toujours excellent d'avoir des contacts sur place avant d'arriver dans le pays destination. Donc là, en l'occurrence, c'est l'Inde. Il faut savoir qu'en Inde, il y a environ 8000 Français, hein, à peu près. Donc c'est quelque chose de très intéressant pour vous parce que normalement vous allez pouvoir les contacter. Vous leur dites bon voilà je pense développer un business en Inde avec tel objectif etc. Et puis voilà j'ai envie de partager avec vous, c'est très intéressant de partager etc. Blablabla. Bon et ils vont vous répondre. Et puis donc vous allez pouvoir comme ça vous faire une base de dialogue, une base de contact utile en cas de problème. Mais surtout pour vous aider sur place. Et vous allez économiser un temps fou. Oui, tel magasin, appeler un rickshaw pour les premiers jours, quoi, les trucs de base qui sont utiles. Voilà. Voyager en Inde, on ne voyage pas en Inde comme on voyage en Thaïlande ou au Mexique ou au Brésil. Hein. L'Inde, c'est un pays vraiment qui vous retourne la cervelle. Alors bien sûr, tout dépend de votre solidité psychologique, de votre profil, de votre maturité, de ce que vous attendez, etc. Une anecdote, moi quand je suis parti en Inde il y a 2 ans, c'était après donc la fermeture de mon magasin dans le Gard, donc fermeture de magasin qui s'était pas très bien passé puisque c'était une faillite. Officiellement c'est une faillite, mais qui a été engagée par plusieurs facteurs, dont des erreurs personnelles hein, bien sûr. Et donc après je savais pas comment rebondir, je savais pas quoi faire. Et puis il se trouve que je travaillais depuis 1 an et demi déjà avec un employé qui lui était indien. Et c'était donc l'opportunité d'aller en Inde et de découvrir ce business. Et donc je suis vraiment parti avec un écran blanc hein, dans ma tête, c'est ça qu'il faut comprendre. Et je pense que c'est la meilleure manière d'aller visiter un pays, c'est de partir sans préjugés, sans idées préconçues de ce qu'on va trouver. Parce qu'on entend toujours plein de choses. Oui, l'Inde c'est génial. Or l'Inde c'est vraiment n'importe quoi. C'est dégueulasse, c'est sale, machin, etc. Bon, il y a du vrai, il y a du faux. Mais le problème c'est que si vous commencez à lire tous les avis sur Internet, tous les sites qui parlent de l'Inde, etc., des expériences de l'Inde et compagnie, vous allez vous faire une idée à travers de l'expérience des autres. Parce que peut-être que vous allez avoir une expérience différente. C'est toujours intéressant, bien sûr, de partager l'expérience, et c'est toujours ce que je dis à tous. Hein, il faut aller chercher l'expérience chez les gens qui ont déjà fait certaines étapes, etc., dans leur vie. Mais il est bon aussi, comme des fois, de faire sa propre expérience. Donc c'est pour ça, ne lisez pas trop de choses sur l'Inde, etc. avant de partir. Ce n'est pas utile. Alors le truc de base, oui, bon, faire les vaccinations, valider son passeport, bon, ça, ok, d'accord, bon, mais lire des récits de voyage, etc. sur un tel et tout ce déboire qu'il y a eu avec l'Inde, ça ne va servir uniquement à alimenter vos peurs. Parce que je pense pas que vous soyez stupide pour laisser votre carte bleue et votre passeport sur la table au vu et au nez de tous pour vous faire piquer. Je vous pense pas stupide pour boire de l'eau depuis les égouts. Je ne vous pense pas stupide pour
laisser 30 000 euros en or dans votre salle d'hôtel, votre chambre d'hôtel. Donc voilà, les trucs de base que, bon, ben, après, on fait avec. Bon. Exemple, bon, ben, votre passeport, vous en faites plusieurs copies, photocopie papier, vous avez sur vous uniquement la photocopie, et le passeport original, il reste dans un endroit sûr, à l'hôtel, dans un coffre-fort, par exemple. Après, voilà, c'est à vous aussi de développer la stratégie pour être un minimum sécure. Ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que on n'arrive pas en Inde et hop, on fait du business. Non. En Inde, il y a une étape préliminaire qui est absolument capitale de comprendre, c'est de prendre le temps de se connecter avec le pays. Alors, si vous êtes d'origine d'une famille multiculturelle, qui parle déjà plusieurs langues, je pense par exemple à une famille avec un couple, l'un est allemand, l'autre est français, ou l'un est brésilien et l'autre français, l'un est déjà indien, vous avez déjà des origines plus ou moins indiennes, il est très clair que vous allez avoir une prédisposition à vous intégrer plus rapidement en Inde. Bon. Mais le français moyen, comme moi, comme vous, très probablement, n'a aucune idée de ce qu'on va trouver en Inde. Donc, il faut prendre le temps de se connecter. Donc, le meilleur moyen de le faire, c'est d'y arriver, de poser vos valises et de prendre du temps. Voilà. Vous visitez. Déjà, vous allez vous rendre compte qu'on ne commande pas un taxi comme à Paris, que la relation au temps n'est pas la même, que la manière de commander une chambre d'hôtel, etc., ça se passe pas de la même manière. Et donc, l'idée n'est pas de vous faire peur, l'idée n'est pas de se faire peur avec ce voyage, mais de se préparer. Comment on dit bonjour, comment on dit merci, comment on demande telle chose, le vocabulaire, votre anglais. Peut-être que vous avez déjà un anglais moyen en France, peut-être que vous avez un accent très français et puis que ça va être un peu difficile pour les Indiens. Donc, encore une fois, il n'y a pas de problème avec ça. Il faut juste quelques jours pour vous adapter votre accent anglais. Même si aujourd'hui vous pensez que votre anglais est pas bon, c'est pas un problème. Moi aussi, mon anglais était un peu meilleur que scolaire, hein, mais il était vraiment pas au top du tout. Mais quand je suis arrivé en Inde, bon ben voilà, après plusieurs mois, ben vous prenez l'accent. Hein, c'est comme quand vous voyagez à Londres ou aux États-Unis, vous allez prendre l'accent américain. Donc voilà, c'est pas un problème. Don't be afraid to speak English here because it's not a big matter. Ensuite, je suis obligé de vous le dire, il vous faut parler un minimum d'anglais. Parce que ici, en Inde, évidemment, on ne parle pas français. Il y a une partie de l'Inde, hein, donc l'ancienne colonie qui a été colonisée, l'ancienne partie colonisée par la France. Alors ici, oui, ils parlent beaucoup français, mais c'est une toute petite portion de l'Inde. C'est pas avec cette portion que vous allez faire des affaires en règle générale. Hein. Donc, avoir de l'anglais, c'est élémentaire. Se forcer à apprendre l'hindi, alors c'est bien pour le folklore, mais en règle générale, l'hindi vous sera peu utile pour faire du business, parce qu'avant le moment que vous parliez vraiment hindi, il va se passer plusieurs années, hein, comme si vous apprenez l'anglais ou l'espagnol. Bon, ceci dit, c'est pas impossible d'apprendre l'hindi. L'hindi, bien sûr, c'est une langue un peu plus compliquée peut-être que le français, mais ça s'apprend facilement. Hein. Moi, lorsque j'avais commencé à apprendre l'hindi, en l'espace de 2 ou 3 mois, j'étais capable de le lire. C'est-à-dire que, vous savez, l'hindi, c'est pas les caractères latins, hein, ce sont des dessins. Je sais pas comment on appelle ça, mais ce sont des formes qui sont différentes donc de A, B, C, D, etc. Par contre, chaque forme a un son. Hein, c'est comme le E, vous le dites d'une certaine manière, et c'est toujours le son E. Bon, bah, en hindi, c'est la même chose. De ce point de vue-là, l'hindi est plus simple. Hein, c'est que vous avez une lettre, un son, et il ne change jamais. En France, en français, vous mettez E sans accent, c'est E, vous mettez un accent sur votre E, ça devient E. Ils n'ont pas ce genre de conneries hein, en hindi. Donc ça, de ce côté-là, c'est beaucoup plus pragmatique. Ensuite, là c'est l'astuce, le petit truc. Si vous avez appris à parler le latin dans vos cours, hein, donc ça suggère que vous avez appris le latin, dans ce cas-là, ça va vous aider. Parce que la construction de l'hindi, en fait, c'est comme le latin. On met le verbe à la fin de la phrase. Si par exemple vous dites je m'appelle David, vous allez dire m'appelle David, je suis. Hein, bah, à peu près. Hein, bon. Donc, et en latin, donc c'est la même chose.
Pourquoi, brièvement? C'est que en fait le français donc ça vient du latin et le latin lui-même vient du sanskrit et l'hindi vient du sanskrit. Donc en fait ces langues ont une même racine. Pourquoi c'est toujours intéressant à savoir. L'Inde est l'une des plus vieilles civilisations au monde. C'est une civilisation qui a 6000 ans. Donc beaucoup plus ancienne que l'Europe et bien sûr bien plus ancienne que les États-Unis. Donc ça c'est par rapport à la langue. Donc ne soyez pas effrayés par l'anglais. Si vraiment vous voulez booster votre carrière en Inde, etc., et que vous n'avez pas un bon niveau d'anglais, ou vous pensez ne pas avoir un bon niveau d'anglais, il faut savoir que donc en ligne, vous avez plein de sites internet qui vous proposent donc d'améliorer votre anglais gratuitement ou de manière payante, et vous pouvez toujours éventuellement aller vous former. Si vous êtes salarié ou même chef d'entreprise, vous avez droit à des budgets de formation, utilisez-les pour vous payer des formations en anglais. Des formations d'anglais. Et ça peut être un excellent moyen de vraiment améliorer votre anglais très très rapidement. Ça, d'ailleurs, c'est une des erreurs que j'ai faites, que j'avais pensé, si vous voulez, qu'un jour j'irai à l'international, il y a 8 ans ou 5 ans quand je faisais mon business. J'ai jamais pensé qu'un jour je ferais du business de manière internationale. Aujourd'hui, j'ai des clients en France, des clients en Inde, des clients en Taïwan. Et j'ai jamais pensé qu'un jour je ferais du business international. D'ailleurs, une des premières choses que j'ai faites en arrivant en Inde, c'est de prendre un prof d'anglais. Bon, autre chose que vous pouvez faire, alors ça c'est aussi intéressant, si vous n'avez pas le droit à budget de formation, je ne sais pas, des fois il y a des situations qui font qu'on n'y a pas le droit, pas de panique, vous pouvez toujours venir passer vos vacances en Inde et prendre un professeur d'anglais local. Le gros avantage, c'est que vous coûtera beaucoup moins cher qu'un prof d'anglais en France. Bien sûr, l'anglais ne sera pas le même, bien sûr, peut-être que le niveau ne sera pas le même, mais c'est toujours bon à apprendre. Moi, ici, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais un professeur qui venait chez moi, pas tous les jours, tous les jours, pardon, 1 heure par jour. Et ça, j'ai fait ça pendant 3-4 mois. Et donc, je lui payais 1000 roupies par mois. 1000 roupies, c'est à peu près 12 euros. Donc, comprenez bien, 12 euros par mois pour 1 heure par jour. Et la personne était correctement payée. Je n'abusais pas de ces services, c'était le tarif normal pour un prof d'anglais. Par contre, si vous voulez un vrai expert d'anglais qui parle un anglais parfait, etc., c'est clair que ce sera un peu plus cher, peut-être compter 3000, 4000 roupies, donc à peu près, on va dire à la louche, une 50aine d'euros pour 1 heure de cours par jour pendant un mois. Voilà. Après, bien sûr, ça dépend de la ville où vous êtes en Inde, etc. Ensuite, quel business faire avec l'Inde? Donc, il y a deux choses. Soit vous venez en Inde pour vendre votre expertise, des produits, etc. Ou vous utilisez l'Inde comme un fournisseur. Ce qu'on appelle du sourcing. Offshore sourcing, je crois. Et dans les deux situations, vous avez toujours des choses à faire. Donc, tout dépend. Donc, il faut faire un bilan d'expertise. Il faut faire un bilan d'expertise de votre société. Avec ce bilan d'expertise, vous allez dire, bon voilà, mes plus sont là, mes moins sont là, j'ai telle capacité, bon. Et il faut bien sûr planifier, il faut travailler ce plan d'aller à l'international. Mais vous n'avez pas besoin de préparer 10 tonnes de documents, 10 tonnes de projets, vous creusez la cervelle jusqu'au pied, non, ça ne sert à rien. Allez-y, franco, il n'y a pas de plus, il n'y a pas à imaginer, à rêver de quelque chose. Vous faites votre passeport, vous prenez un billet d'avion, vous allez en Inde 1 mois. Voilà, ça c'est la première étape. Concrètement, allez sentir le marché en Inde. Et là, vous allez avoir des idées. Là, vous allez comprendre quels sont les plus et les moins réels de votre entreprise. Et le problème, c'est pas le fait que vous n'ayez pas le budget, pas les enfants, que vous ayez des enfants, que vous ayez telle chose à prendre en charge, que vous soyez seul dans votre entreprise ou pas. Non. Ça, ce sont des excuses, je pense que vous êtes conscient. Ce sont des excuses qui sont là pour ne pas vous pousser à aller plus loin. Si vous êtes vendeur de textiles, vous le savez que les textiles viennent de Chine ou d'Afghanistan ou du Bangladesh. Bon, vous avez des fournisseurs qui, eux, leur boulot, c'est d'importer. Ils font certainement très bien leur boulot à un très bon coût, donc peut-être que vous n'avez pas un avantage immédiat à importer les produits que vous achetez aujourd'hui pour vendre. En revanche, il peut être très intéressant de comprendre cette expertise-là et fort de cette expertise, vous pouvez, je dis une connerie, mais un exemple, vous pouvez aller voir les usines qui fabriquent vos habits et leur dire, ben voilà, moi j'ai telle expertise, j'ai ces commerces en France, en Europe,
Et on peut vous aider à dessiner des habits qui sont beaucoup plus adaptés au marché, beaucoup plus adaptés à ce que nos clients veulent. Bon, je donne un exemple au hasard, là, mais il y a des tonnes de trucs comme ça à faire. Donc le but, c'est faites un bilan de votre entreprise, un bilan SWOT, SWOT, positif, négatif, point fort, point faible. Et voilà, pour avoir une bonne idée, vous pouvez me prendre un papier et un crayon pour commencer à lister des idées comme ça de business. Mais le mieux, c'est, encore une fois, c'est d'aller sentir votre projet directement au contact des Indiens pour sentir le truc. Et je vous le dis très franchement, la première sensation que vous allez avoir quand vous allez arriver en Inde, vous allez dire qu'est-ce que je suis venu foutre dans ce putain de pays et j'ai envie de rentrer chez moi. Voilà, il est très très probable que vous ayez ce ressenti. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est mon expérience, c'est moi comme ça que je l'ai vécu. Pour une anecdote, en quelques minutes, parce que je vois qu'on va être encore un peu long, quand je suis arrivé en Inde, donc mon partenaire d'affaires, donc que je connaissais, avec lequel je travaille depuis un an et demi, m'a accueilli à l'aéroport. Il m'a conduit dans un hôtel pour prendre un petit déjeuner, et ensuite nous sommes allés à sa maison, à la maison donc de la maison familiale. Donc vous quittez l'aéroport, donc c'est très bien, c'est des grandes routes, puis petit à petit, les routes se rétrécissent, ça devient un bordel pas possible, avec plein de gens, plein de trucs de klaxons, de bruit. On arrive dans une sorte de bidonville qui ressemble à rien du tout, des murs en briques, des bâches, des tôles, machin. Bon, ok, Bascarivi là, c'est le nom de mon partenaire. On vous demandait où est-ce que je suis venu. Bon, ok, on le suit. Je fais confiance à Bhaskar, donc bon, je suis. Et puis à ce moment-là, il n'y a que sa mère à la maison. Donc elle m'accueille, donc pas de problème. C'était vraiment très bien. Tout était parfaitement préparé, si je peux dire. Elle me propose un plat à manger, donc pas de souci. Je mange pas beaucoup, vous n'avez pas très faim, j'étais fatigué et tout. Bon. Mais rapidement, j'ai une nausée. Je ne sais pas comment on peut décrire ça. Une sorte d'étourdissement. Mais qu'est-ce que je suis venu foutre ici, putain, merde. Oh là là. Et puis je sentais que j'avais la tête qui tournait et tourne. J'ai dit, bon, bah ça, écoute, conduis-moi à l'hôtel. Je vais aller dormir. Et puis j'ai dormi, peut-être, je ne sais plus, quelque chose comme une journée et demie. Je me suis réveillé le lendemain matin. Et cette nausée très très particulière était parti et donc bon ben voilà, j'ai été baptisé par l'Inde, et donc à partir de ce moment-là vous commencez votre découverte du pays, etc. Donc voilà, il faut faire très attention aux premières impressions, parce que bien souvent l'Inde, justement, les premières impressions sont très 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 fortes, très puissantes, mais après quand vous prenez le temps de les comprendre, le temps d'aller au devant des choses, vous allez affiner votre ressenti, vous allez comprendre où est-ce que votre conception s'arrête et où est-ce que commence la conception de la vie indienne. Donc, pour conclure donc cet épisode, nous, Européens, nous avons une certaine conception de la vie, et eux, les Indiens, leur culture est fondée sur une conception complètement différente. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre avec l'Inde. C'est ça qui est si différent. C'est comme si vous allez au Japon ou en Chine, la conception, la culture chinoise, la culture japonaise est complètement différente. C'est comme ça, par exemple, que justement les Japonais, quand ils viennent en France, ils ne se sentent pas toujours à l'aise parce que dans leur pays, les Japonais communiquent beaucoup avec le non-verbal, avec des subtilités que nous, Français, nous n'avons pas, que nous ne faisons pas. C'est pas que c'est bien ou mal, c'est juste de l'aspect culturel. À tel point que à Paris, c'est un des seuls pays au monde où il y a une cellule spéciale pour accueillir les Japonais, parce que les Japonais, des fois, se sentent tellement mal qu'ils finissent en dépression, et que du coup, ils ont besoin d'un support psychologique pour ça. Donc, une autre chose, on ne va pas se voiler la face. Faire du business en Inde, avoir la volonté de faire du business en Inde, c'est quelque chose qui prend du temps. D'une part parce que la conception du temps en Inde est complètement différente et que les choses prennent beaucoup plus de temps en Inde. Et deuxième temps, surtout pour bien comprendre l'aspect culturel. Moi, je vais vous dire, ça fait 1 an et demi, 2 ans maintenant que je suis en Inde. Il y a seulement que quelques mois, donc quand ça faisait 1 an et demi que j'étais en Inde, que j'ai vraiment commencé à comprendre certains aspects qui pouvaient me permettre d'aller plus vite dans mon business. Et c'est ça, en fait, qui rend l'Inde aussi déstabilisante, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour comprendre. Quand je suis arrivé en Inde, j'ai
pris peut-être 1 ou 2 mois pour m'acclimater, hein, comme on peut dire. C'est pas uniquement la problème de météo, hein, c'est m'acclimater à la culture, à la bouffe, au truc qui se passe autour du truc, hein, voilà quoi. Et donc 1 ou 2 mois sont passés et ensuite j'ai commencé par un premier truc, c'était de donner des cours de français pour aller au contact des gens, pour rencontrer du monde, etc. Franchement, la première fois que j'ai lancé mes premiers argumentaires pour avoir des clients, pour donner des cours, j'ai eu personne. Parce que mon approche ne correspondait pas à la manière dont les gens veulent recevoir un argumentaire commercial. Bien que toutes les écoles ici, à Ranchi, donc c'est une petite ville, je ne parle même pas des grandes villes, toutes proposent des cours de français. Voilà. Ensuite, donc voilà, prendre son temps, prendre du temps. Donc, bien sûr, vous ne pouvez peut-être pas passer 2 ans en Inde comme moi je le fais, parce que moi je me suis arrangé pour avoir une entreprise mobile qui puisse me déplacer, que je peux bouger comme ça. Donc si vous ne pouvez pas, par exemple, vous pouvez planifier 3 voyages par an en Inde. Vous pouvez passer uniquement 2 semaines à chaque fois à intervalles réguliers. Vous avez plusieurs manières comme ça de procéder. Et vous pouvez aussi organiser votre boulot pour pouvoir partir. C'est-à-dire que voilà, vous savez qu'il y a 1 mois à chaque fois que vous partez en Inde et que vous organisez votre business pour qu'il soit assez rentable pour payer un employé, etc. Ensuite, en termes de budget, l'Inde, c'est pas un pays qui coûte très très cher. Hein. Très franchement, vous pouvez très bien vous débrouiller, faire votre étude de marché et tout, pour un budget assez minime. Bien sûr, si vous voulez vendre des panneaux solaires, quelque chose de super high-tech, qui demande beaucoup de moyens techniques, d'usines, etc. Bon, bien sûr, il faut du budget, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est comme n'importe quel business. Vous n'ouvrez pas un commerce en France sur les Champs-Élysées avec 3 €. Bon... en Inde c'est pareil, hein, tout a une échelle de coût, mais quand même si tout a une échelle de coût en fonction de la grandeur de votre projet, ça va quand même coûter moins cher que si vous faisiez en France. Donc voilà pour ce premier épisode. Je vous rappelle que dessous, là, vous pouvez télécharger tout de suite donc une première fiche action, étape par étape, qui va vous aider à définir votre projet pour travailler avec l'Inde. Et donc, je vous retrouve tout de suite dans cette fiche à télécharger. Merci à vous. À tout de suite de l'autre côté dans cette fiche technique. Inscrivez-vous à ma newsletter pour rester informé de mes prochaines interviews, articles, vidéos et podcasts. C'était David Levesque pour entreprise-management.com.